Bonjour, je suis très heureuse de démarrer cette journée consacrée à la publication de la première partie du troisième catalogue Gaïa. Donc, petit rappel, Gaïa est une grosse mission de l'Agence spatiale européenne, lancée depuis Kourou par une fusée Soyouz Frégate le 19 décembre 2013. Elle a été conçue dans la foulée du succès d'Hipparcos, première et seule autre mission d'astrométrie spatiale. Alors, quelques caractéristiques de Gaïa. D'abord, c'est une mission qui observe le ciel de manière absolument systématique en le balayant en permanence, ce qui fait qu'elle mesure tous les objets plus brillants qu'une certaine magnitude, en ce moment 21 à 22. Ce qui conduit dans cette première partie du troisième catalogue à 1,8 milliard d'étoiles, 1,6 million de quasars, 14 000 astéroïdes. Et autre caractéristique essentielle, Gaïa est munie de 3 instruments. Un instrument astrométrique qui mesure position, distance et mouvement sur le ciel, un instrument photométrique qui mesure les magnitudes et les couleurs, et un instrument spectroscopique qui mesure les vitesses sur la ligne de visée, les vitesses radiales, et pour les étoiles les plus brillantes, la composition chimique. Donc finalement, on a une caractérisation complète de tous les objets. Alors, question évidemment de base, pourquoi Gaïa? Évidemment, pour démarrer une mission de cette ampleur, on doit préciser à l'avance les buts qu'on se fixe et qu'ils soient suffisamment séduisants pour que la mission soit décidée. Donc d'abord, atteindre une extrême précision astrométrique qu'aucun autre instrument au sol ou dans l'espace puisse atteindre. Observer systématiquement une très grande partie de la galaxie, en fait toute la partie observable dans le visible, avec une très grande amplitude de magnitude, avec 3 instruments complémentaires. Et donc les buts scientifiques essentiels sont la formation et l'évolution de notre galaxie, la dynamique de notre galaxie et du groupe local, puisque Gaïa observe aussi des étoiles dans les galaxies du groupe local, la physique de tous les types d'étoiles, même les plus rares, la fréquence et la masse des exoplanètes géantes, la formation et l'évolution du système solaire, et une très bonne définition du système de référence en optique et les tests de relativité. Et aussi, observer le ciel de manière systématique permettra certainement de découvrir des choses qu'on n'attendait pas. Et avec Gaïa DR2, ça a déjà été le cas. Donc voilà quelques résultats de Gaïa DR2. Donc tout d'abord, on a bien pu déterminer que notre galaxie avait subi de multiples collisions, dont certaines qui étaient déjà connues avec la galaxie du Sagittaire, qui est une petite galaxie, dont on savait déjà qu'elle a été entrée en collision avec notre galaxie, mais dont on n'avait pas pu préciser les époques et le nombre et les époques des collisions successives, dont une visiblement correspond à une flambée d'étoiles qui aurait donné naissance, entre autres, à notre Soleil. D'autre part, on a découvert que notre galaxie était aussi entrée en collision avec une galaxie qu'on ne connaissait pas, et qu'on a appelée donc Enceladus Sausage, Gaïa Enceladus Sausage. Et donc là, on a aussi constaté que notre galaxie avait capturé pas mal d'étoiles de cette petite galaxie. Enfin, on a pu observer très précisément des oscillations des étoiles perpendiculairement au plan de la galaxie. Et ces oscillations pourraient être dues soit à une des collisions avec le Sagittaire, soit à cause de la formation de la barre au centre de notre galaxie. Enfin, on a pu vraiment très bien délimiter les courants d'étoiles dans la galaxie et aussi bien définir que notre galaxie a bien 4 bras. Enfin, autre résultat de Gaïa sur les étoiles, donc l'évolution des étoiles. Vous avez en haut à droite plusieurs amas d'âges différents, représentés par des couleurs différentes, et on voit qu'ils se répartissent de manière très différente dans ce graphique. On voit un peu aussi en dessous qu'on a pu observer donc les astéroïdes, beaucoup d'astéroïdes du système solaire, déterminer très bien leurs orbites et en découvrir de nouveaux.
découvrir aussi de nouveaux amas d'étoiles, donc ça dans la galaxie bien sûr, et enfin estimer le nombre d'étoiles proches qui ont des exoplanètes massives en comparant les mouvements propres, donc les mouvements sur le ciel de Gaïa avec ceux d'Hipparcos. Pardon. Donc on peut souligner que Gaïa est vraiment un succès scientifique. Déjà avec Gaïa DR2 qui a été publié en avril 2018, plus de 3800 articles scientifiques ont été publiés. Et on peut dire que la base de données de l'ESA est prise d'assaut. Donc là, vous avez un petit graphique et des nombres qui vous montrent le nombre d'utilisateurs uniquement de la base de données de l'ESA, parce que les données sont aussi disponibles, par exemple, sur le centre de données de Strasbourg. Et donc par mois, 5000 utilisateurs, rien que sur la base de données de l'ESA, et de 2,5 à 5 millions de requêtes. Ce qu'on peut ajouter, c'est que Gaïa est un satellite en pleine forme. La mission nominale de 5 ans finissait à l'été 2019. La mission sera soutenue déjà jusqu'à 2022 et potentiellement jusqu'à 2025, parce que les consommables, en fait, sont estimés pour être suffisants jusque-là. Donc, ça veut dire 10 ans de données qui seront accessibles aux scientifiques. À la date d'aujourd'hui, on a déjà 1600 milliards de mesures de CCD astrométriques, 320 milliards de mesures spectrophotométriques et 32 milliards de spectres CCD. Donc maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Frédéric Arony. Donc aujourd'hui, le 3 décembre 2020, est publiée la première partie du 3e catalogue Gaïa. Alors pourquoi la première partie? C'est parce que le traitement des données, c'est un grand projet scientifique qui mobilise 400 Européens, dont une partie des tâches consiste à obtenir d'abord l'astrométrie des étoiles, c'est-à-dire leur position et leur mouvement, ainsi que leur photométrie, c'est-à-dire leur brillance et leur couleur. Dans un second temps, cette astrométrie et cette photométrie sont utilisées pour le traitement des spectres, des vitesses radiales, des paramètres astrophysiques, des étoiles binaires ou des variables, des astéroïdes, des galaxies. Donc tout ceci repose sur l'astrométrie et la photométrie. Le 3e catalogue complet, il est prévu pour 2022, mais l'astrométrie et la photométrie étaient déjà prêts. Il aurait été dommage d'attendre 1 an et demi avant de délivrer ces données à l'ensemble de la communauté. Les données Gaïa EDR3 sont à la fois plus précises et plus exactes que celles du second catalogue Gaïa. Plus précises parce qu'un plus grand nombre d'observations a été obtenu, puisque la durée d'observation du satellite est passée de 22 mois à 34 mois. Et ceci améliore d'un facteur 2 la précision des mouvements propres des étoiles et de 30% leur parallaxe, c'est-à-dire leur distance. Elles sont également plus exactes grâce à un meilleur traitement des effets instrumentaux. Et donc il y a maintenant 1,8 milliard d'étoiles avec des positions et des magnitudes dans le catalogue EDR3, dont 1,5 milliard avec des distances et des mouvements propres, et 1,5 milliard avec des magnitudes et couleurs. Il y a 7 millions d'objets qui étaient déjà dans le second catalogue qui ont des vitesses radiales. Ce nombre-là sera beaucoup plus grand pour le catalogue DR3 complet. Et 1 600 000 quasars qui servent pour le système de référence. Alors, le catalogue Gaïa est délivré à la communauté scientifique au sens large. Chacun dans le monde, de l'amateur éclairé à l'astrophysicien chevronné, a accès gratuitement aux données. Quand le catalogue est publié, toute l'exploitation scientifique reste à faire, et pendant des années. Alors le consortium qui a traité les données a pensé accompagner le catalogue par 4 études scientifiques qui ont été faites ces derniers mois. Dans ces études, des astronomes français ont été fortement impliqués, et vous allez pouvoir suivre les résultats qu'ils ont pu obtenir. Dans la première étude, le recensement complet du voisinage solaire, que décrira Céline Raylet de l'Institut Luthinium à Besançon. Il y a une seconde étude qui a été consacrée aux petits et aux grands nuages de Magellan, présentée par Laurent Chemin de l'université de Antofagasta, au Chili. Du côté opposé, au centre de la galaxie, Georges Cordopadis de l'Observatoire de la Côte d'Azur nous montrera que Gaïa EDR3 permet d'aller plus loin avec la même précision relative que Gaïa DR2. Et enfin, François Mignard de l'Observatoire de la Côte d'Azur a fortement contribué à la première détermination dans les longueurs d'onde visibles de l'accélération du système solaire par rapport aux quasars lointains. Pour expliquer ceci, pour revenir dans le passé,
il y a près de 3 siècles, Bradley cherche à découvrir la parallaxe, la distance des étoiles, et essaie de la mesurer. Il fait des mesures, il obtient des résultats, mais ces résultats ne correspondent pas du tout à ce qu'il attendait pour la parallaxe. Et il va attendre 2 ans avant de réussir à trouver la solution, et la légende dit que c'est en regardant un bateau virer sur la Tamise qu'il comprend qu'il y a une composition de 2 mouvements, et ça on le comprend de notre expérience sensible. Si il pleut et qu'on a un parapluie, la pluie tombe verticalement, on est protégé, pas de souci. Si on se met à courir, alors la pluie continue à tomber droit, mais on a l'impression en fait qu'en courant, on a besoin de se protéger par le parapluie légèrement incliné parce que la composition des 2 mouvements de la pluie d'un côté et de notre mouvement en courant fait que la position apparente des gouttes change. Alors le rapport avec l'astronomie, si les photons sont comme les gouttes, quand on mesure une étoile depuis la Terre, elle, est en mouvement autour du barycentre du système solaire. Et donc cette composition de 2 mouvements fait que la position apparente des étoiles n'est pas la vraie. Il y a un phénomène d'aberration. Alors ça, c'est connu depuis très longtemps et maîtrisé depuis très longtemps, et l'ordre de grandeur est évidemment très grand, et Gaïa le prend en compte lors de ses mesures. Mais où Gaïa a fait très fort, c'est qu'il est capable de mesurer l'autre mouvement qui est celui du système solaire dans notre galaxie. Alors c'est un mouvement très lent, c'est un mouvement en plus de 200 millions d'années pour faire le tour de la galaxie. Donc un angle extrêmement petit avec une accélération, toute petite accélération dirigée vers le centre de la galaxie. C'est ce qui est prédit et c'est exactement ce que Gaïa a pu observer et mesurer avec une précision qui est excellente. Ça correspond à plus petit que 0,2 nanomètres par seconde au carré, une accélération extrêmement petite. Alors, d'une certaine façon, Gaïa montre en fait qu'il a des capacités qui sont excellentes et qui vont permettre en fait de montrer qu'on a bien amélioré précision et exactitude des effets instrumentaux par rapport à la précédente version. Et je veux terminer en fait en montrant comment le ciel, c'est vu par Gaïa, devient de plus en plus précis. Là, on voit Gaïa DR1, Gaïa DR2, Gaïa DR3, et qui nous montre en fait comment la carte du ciel devient de plus en plus précise grâce à Gaïa. Et je passe la parole à mes collègues. Merci Frédéric. J'espère que ça marche là, que vous voyez ma présentation. Donc, je vais vous présenter l'une des études de démonstration scientifique dont a parlé Frédéric, qui est issue de cette nouvelle publication de Gaïa et qui concerne nos étoiles voisines. Alors, le catalogue Gaïa des étoiles proches, c'est le recensement des étoiles situées à moins de 100 parsecs du Soleil, ou encore 326 années-lumière. Il contient un peu plus de 300 000 étoiles avec leur position et mouvement sur la voûte céleste, leur distance, leur luminosité, leur couleur, et tout ceci avec une précision très grande. Pour une partie d'entre elles, un peu plus de 74 000, on a aussi la vitesse sur la ligne de visée qui indique si l'étoile s'approche de nous ou s'éloigne de nous. Et grâce à cela, on peut aussi accéder à leur déplacement dans les 3 directions de l'espace et nous pouvons suivre leur mouvement dans la Voie lactée. Pour mieux situer cette région de 100 parsecs, qu'on appelle voisinage solaire, elle est représentée ici par un petit point blanc sur cette image, qui est comparé à une illustration de la Voie lactée en entier, telle qu'on pourrait la voir si on pouvait la survoler. Et alors, on peut imaginer qu'on voyage dans un vaisseau spatial qui se déplace à la vitesse de la lumière. Il faudrait donc 326 ans pour sortir de ce voisinage solaire, environ 26 000 ans pour arriver au centre de la galaxie et encore 50 000 ans pour finir de traverser la Voie lactée. Donc, il s'agit vraiment de notre proche voisinage. Le recensement du voisinage, c'est un objectif qui est à long terme depuis la première mesure de distance stellaire. Avoir un échantillon complet et homogène, c'est essentiel pour s'affranchir des éventuelles
biais d'observation qui peuvent impacter les conclusions, et ça c'est vrai pas seulement en astronomie, mais dans beaucoup de domaines de recherche. Et cette limite de 100 parsecs n'a pas été choisie par hasard pour cette étude. C'est en fait la limite de détection de Gaïa pour les étoiles les plus petites, qui sont 10 000 fois moins puissantes que le Soleil. Celles situées plus loin que 100 parsecs échappent à Gaïa, or nous voulons vraiment avoir un échantillon complet pour tous les types d'étoiles. Par ailleurs, c'est dans le voisinage solaire que l'on peut obtenir les mesures les plus détaillées pour tous les types d'étoiles. Et donc, c'est un réel point d'ancrage, de calibration pour toutes les autres étoiles qui sont situées plus loin dans la galaxie et qu'on ne peut donc pas observer avec autant de précision que les étoiles proches. L'apport de Gaïa par rapport aux études précédentes est colossal. C'est ce que tente de montrer ce graphique qui donne le nombre d'étoiles dans un rayon de 10 parsecs, 25 parsecs et 100 parsecs. Et les différentes couleurs du marron clair au marron foncé indiquent de quel catalogue vient la mesure de distance, donc du catalogue Gaïa, du catalogue Hipparcos, donc le satellite prédécesseur de Gaïa, ou d'autres catalogues principalement obtenus depuis le sol. Et l'aire des cercles est proportionnelle au nombre d'étoiles. Les cercles se superposent quand les étoiles sont mesurées par différents programmes. Et ce qu'on peut retenir de ce graphique, c'est que dans un rayon de 25 parsecs, le contenu a augmenté d'un facteur 2 et d'un facteur 10 dans un rayon de 100 parsecs grâce à Gaïa, et ceci avec une précision des mesures inégalée. Donc on va faire maintenant rapidement une incursion dans cette sphère qui paraît assez homogène vue de l'extérieur, mais qui en fait va montrer une grande diversité d'astres. Donc là, on est en train de plonger vers le Soleil. On croise des étoiles de couleurs différentes, de tailles différentes. Et nous arrivons ici près du Soleil. À droite, on voit Proxima du Centaure, qui fait partie en fait d'un système triple, notre étoile la plus proche de nous. Là, on voit deux étoiles brillantes qui sont Sirius et Procyon. On se dirige vers l'amas des Hyades, un amas d'étoiles. Et on va ensuite retourner vers la périphérie du voisinage solaire. Donc ça illustre assez rapidement qu'on a vraiment tous les types d'étoiles avec des possibilités d'observation très détaillées. Je vous ai parlé au début d'un certain nombre d'étoiles, donc un peu plus de 74 000, pour lesquelles nous avons aussi la mesure de la vitesse dans les trois directions de l'espace. Et nous avons donc pu calculer leur orbite dans la galaxie. Donc ici, nous voyons à nouveau le voisinage solaire superposé à notre Voie lactée avec trois vues différentes, une vue de face, une vue en perspective et une vue de côté, avec le petit point blanc donc, qui est toujours le voisinage solaire. Donc, je vais lancer la vidéo qui va nous montrer comment vont se déplacer les étoiles du voisinage solaire dans les 500 prochains millions d'années, à raison de 6 millions d'années par seconde, je vous rassure. Et donc, ce que l'on voit, donc si ça a démarré, on voit que très rapidement, les étoiles se dispersent dans l'espace, avec malgré tout une tendance pour la majorité d'étoiles à avoir une orbite circulaire autour du centre de la galaxie, qui sont en fait des étoiles du disque de la Voie lactée. On voit aussi des condensations bleues, qui sont les amas, tels que les amas d'étoiles, comme les Hyades. Et périodiquement, les étoiles semblent converger en un point, qui s'explique par la théorie. Ce que l'on voit aussi, c'est des grandes structures qui se forment, qui sont en fait des étoiles qui ont aujourd'hui des vitesses similaires et se suivent dans leur mouvement, tout en étant déjà lentement étirées, et ce qui forme des structures très allongées. À nouveau, les étoiles semblent converger à nouveau, et puis se disperser, et font ainsi un grand mouvement d'oscillation, qu'on appelle aussi la libration, autour de la Voie lactée. Alors, peut-être que ce n'est pas très visible sur la qualité de cette vidéo, mais on voit aussi des étoiles qui ont des orbites qui les emmènent hors du plan de la galaxie, dans les parties externes de la Voie lactée, qu'on appelle le halo, et d'autres qui, au contraire, vont très proche du centre de la galaxie, dans les parties les plus internes de la Voie lactée, montrant qu'il y a aussi une grande diversité en termes de mouvement dans cet échantillon du voisinage solaire. Et après 500 millions d'années, les étoiles qui sont aujourd'hui nos voisines se répartissent en un long ruban qui s'enroule autour de la Voie lactée. Alors, tous ces détails que l'on a pu voir sur cette vidéo sont visibles uniquement grâce à la précision des mesures des positions des vitesses que cette nouvelle publication de Gaïa. Je vous remercie et je passe la parole à Georges Cordopatis, astronome adjoint à l'Observatoire de Nice.
Merci Céline. Oui. Merci beaucoup. Hop. Bonjour tout le monde. En effet, je vais vous présenter certains résultats qu'on a obtenus en étudiant l'anticentre galactique avec les données de la EDR3 de Gaïa. Alors, premièrement, je vais commencer par une définition de ce qu'on appelle l'anticentre. Si l'on considère que cette image est une représentation fidèle de à quoi ressemblerait la Voie lactée, le Soleil se situerait à peu près cette région-là, à 8 kPa du centre de la galaxie, et ceci représenterait approximativement le volume que occupent les données de la EDR3 qui sera disponible d'ici quelques instants. Alors, la région de l'anticentre galactique est celle qui est représentée ici en orange, qui est dans la direction opposée du centre de la galaxie. Et il s'agit d'une région particulièrement intéressante car il s'agit du point de rencontre entre les confins du disque et le halo galactique. Cette région contient également des populations stellaires d'origine extragalactique qui ont été accrétées tout au long de l'histoire de la Voie lactée. Et également, cette région présente des signatures de perturbations dynamiques du disque qui sont d'origine à la fois interne, due à la présence des bras spiraux, mais également externe, due au passage de galaxies satellites et également à l'accrétion de galaxies satellites. Et également, cette région présente certaines propriétés qui nous sont chères. Il s'agit d'une direction qui a peu d'extinction interstellaire. Et ceci signifie que pour une magnitude limite donnée, on peut atteindre des distances plus grandes, plus éloignées. Et également, vu que l'on est dans une direction qui est perpendiculaire à la rotation de la Voie lactée, ceci implique que l'on peut obtenir avec une très bonne approximation la vitesse de rotation des étoiles autour du centre de la Voie lactée, également leur vitesse verticale, uniquement en utilisant leur distance et leur mouvement propre. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire appel à l'utilisation de spectres, ce qui nous limiterait à un échantillon d'étoiles relativement brillantes et donc à un volume plus petit. Et c'est donc dans ce cadre-là que nous avons utilisé près de 22 millions de sources dans la direction de l'anticentre pour étudier et cartographier la position et la cinématique des différentes populations stellaires. Alors malheureusement, par manque de temps, je ne peux pas montrer toutes les études que nous avons menées, mais donc j'ai choisi deux résultats phares. Le premier qui consiste à l'étude de la population accrétée de Gaïa Encelade et du disque primitif qui a été perturbé par cette accrétion il y a plus de 10 milliards d'années. Et ces deux populations ont été identifiées lors du data release précédent de Gaïa. Elles sont visualisables dans un diagramme couleur-magnitude lorsque l'on sélectionne les étoiles qui ont une vitesse transversale élevée par rapport au Soleil. Et typiquement, donc je vais arrêter la vidéo pour que vous les voyez, ça se représente en tant que deux séquences évolutives bien distinctes. L'une à gauche de cette démarcation qu'on appelle un isochrone, qui est donc qu'on va appeler la séquence bleue, qui comporte Gaïa Encelade, et l'autre à droite, qui est le disque primitif, qui sera la séquence rouge. Alors, ce que nous avons fait, c'est que nous avons sélectionné toutes les étoiles dans la direction de l'anticentre, indépendamment de leur vitesse, et nous avons regardé comment les séquences bleues et rouges évoluent spatialement et comment est caractérisée leur distance. Alors, et ceci, on l'a fait à 3 régions différentes en direction de l'anticentre. Voilà ce qu'on obtient. Premièrement, proche du Soleil, à des rayons galactocentriques inférieurs à 11 kPa, c'est-à-dire plus près du 3 kPa du Soleil. Ces graphiques nous montrent la vitesse verticale des étoiles en fonction de la vitesse de rotation. Ici, nous avons la séquence bleue, les étoiles à gauche donc, de l'isochrone, et ici, les étoiles à droite de l'isochrone. Ce que l'on voit dans les deux cas, c'est cette population ici a une vitesse de rotation de l'ordre de 230 km par seconde. C'est le disque mince, c'est les étoiles qui ont la même vitesse que le Soleil. Mais ce qui va nous intéresser là, c'est cette population ici, centrée à 0, qui est Gaïa Encelade, et cette population ici, centrée à environ 100-150 km par seconde, qui est donc ce disque primitif. Lorsque donc maintenant on sélectionne les étoiles situées un peu plus loin, entre 11 et 14 kPa du centre de la galaxie, c'est-à-dire entre 3 et 6 kPa du Soleil, on voit que cette séquence bleue, elle est bien ici, centrée à 0, et que les étoiles du disque primitif, le nombre d'étoiles a fortement diminué. Et cette tendance
et vérifier lorsqu'on s'éloigne encore plus du centre de la galaxie, avec donc, maintenant on se situe à une dizaine de kiloparsecs du Soleil, et donc on voit que le disque primitif a complètement disparu. Alors, ceci est un résultat qui est particulièrement important car ça nous indique que ça nous donne des informations sur la morphologie de la Voie lactée il y a plus de 10 milliards d'années, et ça nous dit que le disque primitif était plus petit que le disque actuel. Et ceci est en accord avec le modèle cosmologique de formation des galaxies à disque de type Voie lactée. Et ce qui sera intéressant dans les semaines et les mois à venir, ce sera d'étudier plus dans les détails quelle est l'étendue spatiale des débris de Gaïa Encelade et également la taille du disque primitif. Et la deuxième série de résultats que je veux montrer, c'est celle qui met en évidence la dynamique complexe de la cinématique des étoiles du disque, qui montre donc une perturbation du disque. Et donc cette fois-ci, ce qu'on a fait, c'est qu'on a sélectionné uniquement les étoiles proches du plan. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a étudié la façon avec laquelle la vitesse verticale des étoiles change en fonction de la vitesse de rotation. Et puis nous avons sélectionné les étoiles à deux échantillons séparés, les étoiles situées au-dessus du plan galactique et les étoiles situées sous le plan galactique. Et là, pour l'instant, ce que je vous montre, c'est l'échantillon qui est situé proche du Soleil, entre 10 et 10,5 kiloparsecs, c'est-à-dire à 2 kiloparsecs du Soleil. Et donc, ce que l'on voit, c'est ce que l'on connaissait déjà depuis longtemps. Pour l'instant, un disque quasiment à l'équilibre, avec des vitesses qui sont symétriques au-dessus et au-dessous du plan de la galaxie. Des populations stellaires qui ont une vitesse de rotation de l'ordre de 230 km par seconde et une vitesse verticale proche de zéro. Ce que l'on va voir, avant que j'active la vidéo, ce que l'on va voir, c'est lorsque on va s'éloigner, on va atteindre les régions externes du disque, on va voir qu'il y a une bimodalité dans la cinématique des étoiles, ainsi qu'une asymétrie au-dessus et au-dessous du plan, avec typiquement les étoiles sous le plan galactique qui auront une vitesse de rotation élevée, on parle d'un moment angulaire élevé, et qui se dirigeront vers le haut, et les étoiles au-dessus du plan galactique qui auront un moment angulaire plus faible et qui se dirigeront en moyenne vers le bas. Alors, je lance cette vidéo pour que vous puissiez apprécier cette bimodalité dans la cinématique des étoiles. Et c'est quelque chose qui donc montre vraiment toute cette complexité des perturbations que subit le disque de la Voie lactée. Et c'est quelque chose qui va devoir être étudié dans les détails dans les mois qui vont venir pour comprendre exactement quelle est la contribution des mécanismes internes et des perturbations externes qui peuvent mener à ce comportement. Je passe la parole maintenant donc à Laurent Chemin de l'Université d'Antofagasta au Chili qui va nous parler des nuages de Magellan. Merci. Merci beaucoup, Georges. Oui, donc moi, je vais vous présenter quelques résultats marquants qui ont été obtenus dans le cadre de l'étude sur l'analyse de la structure et la cinématique des nuages de Magellan. Alors, les nuages de Magellan, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont ces deux petites galaxies qui sont en orbite autour de la Voie lactée et qui sont à peu près à 150 000 années-lumière de la Voie lactée. Donc, comme on peut voir sur cette image, qui est une image donc, de la Gaia Data Release numéro 3, la première version, la première partie, il se trouve que les étoiles du halo de la Voie lactée, qui sont représentées par cette espèce de traînée diffuse blanche partout sur l'image, vont contaminer très fortement les étoiles et la structure des étoiles dans les nuages de Magellan, dans la direction des nuages de Magellan. Et donc c'est la raison pour laquelle il faut utiliser Gaia avec sa précision améliorée par rapport aux autres versions du catalogue pour pouvoir contraindre à la fois de manière photométrique et de manière cinématique les étoiles qui appartiennent au nuage de Magellan, le grand nuage de Magellan et le petit nuage de Magellan. Donc c'est ce qu'on a fait avec la version numéro 3 du catalogue de Gaia. On a pu isoler environ 13 millions d'étoiles dans le système que l'on peut voir sur cette image ici, dont 11 millions d'étoiles dans le nuage de Magellan le plus grand et environ 2 millions
dans le petit nuage de Magellan et bien sûr entre les deux galaxies puisqu'il y a une interaction gravitationnelle et un pont de matière, comme on peut voir sur cette image, entre les deux galaxies. Donc la meilleure photométrie et la meilleure cinématique nous permet vraiment de discriminer les avant-plans appartenant à la Voie lactée des arrière-plans qui appartiennent à ces nuages de Magellan. Et qu'est-ce qu'on a pu faire avec ces 13 millions d'étoiles? On peut aussi les différencier en faisant des diagrammes de couleur magnitude, les différents stades d'évolution stellaire, des étoiles jeunes aux étoiles les plus âgées. Donc c'est ce qu'on voit notamment sur cette image en fausse couleur, où j'ai représenté avec des couleurs bleues, bleuâtres, les étoiles qui sont les plus jeunes de l'échantillon, et les couleurs rouges, orange, les étoiles les plus vieilles. Donc qu'est-ce qu'on voit notamment par exemple pour le grand nuage de Magellan? On voit que les couleurs bleuâtres sont situées dans les parties centrales de la galaxie, notamment la structure spirale interne, ainsi que la barre d'étoiles au centre de cette galaxie, et aussi particulièrement entre les deux galaxies. Alors que les étoiles les plus vieilles, le disque d'étoiles anciennes représenté par les couleurs orange, sont elles distribuées de toutes parts au centre de la galaxie, dans la barre, le long des bras spiraux, mais aussi, comme on peut voir bien sur cette image ici, le long d'un bras spiral externe très asymétrique qui s'enroule autour du grand nuage de Magellan. Donc c'est vraiment la première fois justement qu'on peut faire ça avec ce type de mesures aussi précises. Les versions précédentes du catalogue ne pouvaient pas faire cette discrimination en raison d'une précision moindre. Donc qu'est-ce qu'on a pu aussi faire avec une amélioration des mouvements des étoiles sur le ciel? Eh bien, on peut reconstruire ce qu'on appelle un champ de vitesse de mouvement propre. Et c'est ce qui est représenté sur cette image où vous voyez les orbites des étoiles individuelles dans le grand nuage de Magellan. Et ces orbites, ces différents mouvements, nous permettent notamment de mesurer pour la première fois pour une galaxie autre que la Voie lactée, deux composantes du mouvement ordonné que sont la vitesse de rotation, la vitesse angulaire autour du centre du nuage de Magellan, ainsi que les mouvements dans la direction du centre du nuage de Magellan ou dans la direction opposée. Donc des mouvements de contraction ou d'expansion du disque dans cette galaxie. On peut aussi montrer qu'on peut mesurer pour la première fois les deux composantes du mouvement aléatoire que je n'ai pas représenté sur cette image. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'inédit. Ça n'a jamais été obtenu pour une autre galaxie que la Voie lactée. Et ce qui est encore plus intéressant par rapport à la Voie lactée, c'est qu'on a ces mouvements sur l'intégralité du disque du grand nuage de Magellan, alors que vous savez qu'on ne peut pas avoir ce genre de mouvement pour la Voie lactée en intégralité, puisqu'on ne voit pas la partie la plus éloignée de l'autre côté du centre galactique. Et bien sûr, on peut faire ces mouvements, ces cartes de mouvement pour les différents âges stellaires dont je vous ai parlé juste à présent. Donc voici un des résultats justement de comparaison entre les différentes populations stellaires sur la cinématique des étoiles, notamment les étoiles jeunes qui sont représentées sur cette image-là. C'est ce qu'on appelle les champs de vitesse, le champ de vitesse de la vitesse de rotation et des mouvements de contraction ou d'expansion. Et on s'est aperçu que les étoiles les plus jeunes tournaient plus vite autour du centre du grand nuage de Magellan que les étoiles les plus anciennes. Donc ça, c'est un effet connu, mais là, on a vraiment très bien pu le caractériser avec une meilleure précision grâce à cette nouvelle version du catalogue. On a pu aussi montrer que les étoiles les plus évoluées avaient des mouvements aléatoires plus importants que les étoiles les plus jeunes. Un autre résultat spectaculaire, ça a été de montrer qu'il y a une tendance à avoir des mouvements de contre-rotation dans le centre du grand nuage de Magellan. Donc vous voyez ici des couleurs un peu bleuâtres au centre, pour les étoiles jeunes et les étoiles plus vieilles. Donc dans cette partie du disque, les étoiles tournent dans ce sens-là, ont tendance à tourner dans ce sens-là, alors que dans cette partie du disque, les étoiles ont tendance à tourner dans ce sens-là. Donc on imagine peut-être ici des effets dynamiques causés par la perturbation au centre qui est appelée une barre stellaire. Donc un autre résultat significatif concernant les mouvements de contraction ou d'expansion, eh bien, on voit que pour les étoiles jeunes et les étoiles anciennes, on a des couleurs bleuâtres qui tentent à montrer qu'on a de la contraction dans une direction perpendiculaire à la barre du grand nuage de Magellan et des mouvements d'expansion le long de la barre. Et ça marche pour les étoiles jeunes et pour les étoiles anciennes.
Un deuxième résultat significatif et nouveau, ça a été de montrer la discrimination sur les vitesses pour les étoiles qui sont situées entre les deux galaxies. Donc là, le petit nuage de Magellan et le grand nuage de Magellan. Donc on voit qu'il y a le pont de matière. Et quand on étudie la cinématique, donc les vitesses et les orbites, la direction dans laquelle les étoiles se déplacent, on voit que les mouvements des étoiles se déplacent dans la direction du grand nuage de Magellan, du petit nuage de Magellan vers le grand nuage de Magellan. Donc on voit très bien notamment sur ces images avec ces petites flèches qui vous montrent dans quelle direction elles vont, qu'elles tendent à s'enrouler autour du grand nuage de Magellan. Et donc on pense bien sûr ici que c'est causé par l'interaction gravitationnelle entre les deux galaxies, où la plus grande galaxie est en train plus ou moins de dépioter la plus petite des galaxies. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations, bien sûr, il y a cet article qui est paru, qui sera disponible demain. Et je laisse la parole maintenant à mon collègue de l'Observatoire de Paris, Clément Autier. Oui, bonjour. Alors, moi, aujourd'hui, j'aimerais vous emmener tout simplement faire une petite visite guidée dans notre galaxie. Puisque grâce au troisième catalogue Gaïa, eh bien, on a les positions des étoiles, et on a notamment toutes les étoiles qui sont dans les 100 parsecs autour de nous, comme le disait Céline tout à l'heure. Donc 100 parsecs, ça représente 320 années-lumière. Et donc on peut se promener en 3 dimensions dans notre galaxie. Donc là, vous voyez qu'on vient de dézoomer et qu'on vient d'atteindre, on a passé les planètes de notre système solaire. Et ici, on voit l'ensemble des étoiles qui se trouvent dans cette sphère de 100 parsecs autour du Soleil. Donc l'ensemble des étoiles que vous voyez là sont localisées grâce au catalogue Gaïa, et la couleur que l'on voit est aussi donnée par le catalogue grâce à ce que l'on appelle la photométrie. Donc, comme on connaît la position de chacune de ces étoiles, on peut se déplacer très facilement à l'intérieur en 3 dimensions. Et on connaît aussi, grâce à Gaïa, la vitesse et le sens de déplacement des étoiles. C'est ce qui est représenté ici par ces flèches. La flèche donne le sens et la direction de déplacement, et la taille de la flèche indique la vitesse de l'étoile. Alors, étudier les déplacements des étoiles, ça nous permet notamment de retrouver les étoiles doubles. Donc, il y en a une qui vient de passer, mais on va bientôt aller en visiter d'autres étoiles doubles. Donc, les étoiles doubles, ce sont des étoiles qui tournent l'une autour de l'autre et qui se déplacent d'un même mouvement dans la galaxie. Alors, on va vous les présenter en mettant du jaune. Donc, et là, vous allez voir qu'ici, on a 2 étoiles très proches, et on va vous afficher les flèches indiquant leur déplacement. Et on voit qu'elles ont exactement le même déplacement. Parce que ce sont des étoiles doubles. Ici, on a un autre exemple d'étoile double dans cette sphère des 100 parsecs, ou 320 années-lumière, autour du Soleil. Alors, l'étude du mouvement des étoiles peut aussi nous permettre de retrouver ce qu'on appelle les amas d'étoiles. Alors, il y en a 2 dans les alentours du Soleil. Donc, le premier, c'est les amas des Hyades. Donc, c'est celui-ci. Et vous allez voir, on va mettre les étoiles en jaune pour vous les présenter, les mettre en exergue. Et on va aussi vous mettre les mouvements de toutes ces étoiles. Et vous voyez qu'elles ont toutes le même mouvement. Alors ça, c'est dû au fait que toutes ces étoiles sont nées dans le même amas globulaire, dans le même nuage moléculaire, excusez-moi. Et ce nuage avait un mouvement. Et lorsque ces étoiles sont nées au sein de ce nuage, elles ont gardé le mouvement que le nuage avait. Ici, c'est le second amas d'étoiles dans cette sphère des 100 parsecs. Donc, vous voyez que ces étoiles-là ont un mouvement qui est une vitesse beaucoup plus faible, mais elles ont toutes le même déplacement, puisque c'est celui de l'amas du nuage moléculaire dans lequel elles sont nées. Donc ici, on a légèrement reculé, on a pris un peu de recul, et on voit toutes les étoiles qui sont dans les 100 parsecs autour du Soleil. Et au fur et à mesure que l'on va se reculer, on voit maintenant que ces étoiles forment bien une sphère. Et ici, on va dézoomer suffisamment pour voir le disque de notre galaxie dans son entièreté. Et vous voyez ici tout le disque de la Voie lactée, et ici la petite sphère jaune qui représente les 100 parsecs qui nous entourent.
Donc, on connaît très bien maintenant ces étoiles qui sont autour de nous, mais on a encore énormément de choses à apprendre sur le reste du disque de la Voie lactée. Donc, ce n'est que le début de l'exploration. Donc, voilà pour cette petite visite guidée. Maintenant, je vais passer la parole à Chantal Panem du CNES. Bonjour. Après cet aperçu des apports de la Gaia IDR3 pour la communauté scientifique, je vais maintenant vous présenter les prochains épisodes du projet Gaia. Alors, cette deuxième partie du troisième catalogue, elle est en préparation pour 2022. Cette deuxième partie, elle travaille sur les mêmes sources et les mêmes observations que IDR3, c'est-à-dire les 34 premiers mois de la mission. Et c'est une extension majeure du catalogue DR2, donc publié en 2018, avec beaucoup plus de sources analysées, beaucoup plus de paramètres élaborés et surtout des résultats inédits. Avec 7,2 millions de vitesses radiales, le catalogue Gaia était déjà devenu une référence. Pour DR3, on en a déjà produit 30 millions à partir de l'analyse de 2,8 milliards de spectres provenant de l'instrument et en traitant des étoiles avec des magnitudes beaucoup plus faibles que dans DR2. Dans DR2, nous avions aussi 160 millions d'étoiles qui avaient un certain nombre de paramètres astrophysiques, environ 5 paramètres astrophysiques. Alors pour DR3, on en vise beaucoup plus. Il faut savoir qu'on vise en fin de mission le 1,8 milliard d'étoiles avec des paramètres astrophysiques. Donc on y va progressivement. Dans DR3, je n'ai pas encore le nombre définitif puisqu'on est en cours de traitement. Gaia effectue également un relevé détaillé des objets de notre système solaire. DR3 en fournira environ 100 000 orbites, positions, variations de luminosité au fil du temps. Par rapport aux 14 000 de la DR2, on va déjà franchir une nouvelle étape. Il faut savoir que cette deuxième partie du troisième catalogue, elle est majoritairement constituée de résultats français, sous responsabilité de laboratoires de l'Observatoire de Paris PSL pour les vitesses radiales, de la Côte d'Azur pour les paramètres astrophysiques et les astéroïdes, et du laboratoire d'astronomie de Bordeaux pour des objets étendus dont on va parler juste après. Et tous ces résultats sont produits à Toulouse, au CNES, au Centre de traitement des données, le Data Processing Center CNES. On a démarré en 2019, on va continuer en 2020. Il faut savoir que tous ces traitements scientifiques tournent sur une ferme de 6000 cœurs de calcul, environ 5 pétaoctets de données, et on a dû doubler les performances de cette plateforme depuis DR2 pour pouvoir fournir des résultats dans un délai raisonnable. Résultats inédits avec la deuxième partie du catalogue DR3, effectivement, on va fournir des dizaines de milliers d'orbites pour des étoiles multiples, binaires astrométriques, spectroscopiques, binaires à éclipse. On va aussi fournir des résultats pour des quasars et des galaxies qui sont des sources très lointaines. Et enfin, on va fournir environ 10 fois plus de paramètres astrophysiques pour ces millions d'étoiles qui vont permettre de les caractériser beaucoup plus finement en donnant leur abondance chimique, leur âge, leur masse, les distances, métallicité, etc., etc. Et également de classifier des objets qui ne sont pas des étoiles, comme quasars, galaxies, étoiles multiples. Tout ceci grâce à la combinaison des résultats du précurseur, donc le Early DR3, avec les positions, parallaxe, quantité de lumière, mouvement, et aussi des vitesses radiales de DR3, ce qui explique qu'on ne pouvait pas tout produire en même temps. On est en deuxième partie. Et tous ces résultats aussi, ces trois types de résultats, sont aussi des produits made in Occitanie grâce aux laboratoires européens et français. Pour aller encore plus loin, la DR3 fournira des spectres de 5000 astéroïdes qui peuvent permettre de déterminer leur forme, leur composition chimique, une classification d'étoiles variables avec des courbes de lumière au fil du temps. On va passer de 550 000 objets à environ 7 millions. Et enfin, une étude d'Andromède avec des courbes de lumière pour 1 million de sources autour de M31. Et ça pourrait permettre effectivement dans des recherches futures de trouver la structure en 3D de cette galaxie, etc. etc. Mais DR3, ce n'est pas la fin de l'aventure. Ça nous promet beaucoup, mais Clara Nicolas va nous présenter la suite.
Alors, merci Chantal. Je suis Clara Nicolas, chef de projet Gaia au CNES. Alors, la première extension de mission du satellite Gaia, elle se termine en décembre 2020, mais la deuxième extension, elle est d'ores et déjà acceptée pour se terminer fin 2022. Et de plus, le satellite, il devrait pouvoir encore fonctionner et donc acquérir des données jusqu'au courant 2025, on l'espère. Ceci, ça ouvre donc des perspectives très intéressantes sur le nombre de données qu'il nous reste à traiter. Alors, vous l'avez vu, pour la DR1, on avait traité 14 mois de données, pour la DR2, 22 mois, et pour la DR3, qui est notre prochain objectif, nous sommes en train de traiter 34 mois de données. Vous l'aurez compris, pour la DR3 dont Chantal vous a parlé, on a finalement absorbé un peu les grandes marées en termes de quantité de données à traiter, mais pour la DR4, finalement, ça va être plus un tsunami. En effet, les challenges pour la DR4, comparé à DR3, ce sont des volumes de données à traiter encore 2 fois plus importants, avec plus de 150 milliards d'observations en 6 ans, et puis des algorithmes scientifiques et des chaînes de plus en plus complexes et interdépendants. Alors, la préparation de ce challenge que sera la DR4, qui est prévue aux alentours de 2025, elle est déjà en cours, avec des traitements qui ont déjà démarré chez nous au CNES. Et puis, ensuite, il y aura aussi la DR5 qui devrait permettre du coup de traiter environ 10 ans de données d'ici une dizaine d'années. Voilà. Alors, pour conclure, j'avais envie de rappeler que Gaia et les catalogues d'étoiles issus de Gaia, ce sont avant tout le fruit d'un merveilleux travail d'équipe avec environ 400 personnes, scientifiques, chercheurs, ingénieurs, à travers toute l'Europe et même au-delà dans le monde entier. Comme on peut le voir à travers ces photos, nous prenons plaisir à nous retrouver tous ensemble régulièrement. Et même si depuis un an presque maintenant, le Covid nous a empêchés de nous retrouver en vrai, finalement, cette année, on n'a pas manqué de se retrouver en visioconférence dès que ça a été possible. Voilà. Alors, du coup, on vous donne rendez-vous en 2022 pour la DR3 et en attendant, eh bien, place à la science avec le DR3. Merci à tous. Bien, merci à vous tous. Quelle belle échappée dans la Voie lactée que vous nous avez offert. C'était magnifique. Alors, à présent, nous allons prendre les questions des journalistes. Donc, si vous avez des questions, vous avez 2 possibilités. Donc, soit les poser à l'oral en levant la main par le biais du petit icône situé au bas de votre écran, ou alors vous pouvez également utiliser la fenêtre du chat. Voilà, donc y a-t-il des questions? N'hésitez pas. Donc tout ceci, je le rappelle, en attendant l'ouverture du catalogue à midi. Donc il est 11h50. Alors, je vois que Guillaume Langin a levé la main. Est-ce que vous pouvez, du coup, est-ce que vous avez la possibilité de poser une question? Voilà. Ah si, vous m'entendez? Voilà, pardon. Parce que l'autre ne m'avait pas autorisé à activer mon micro, c'est bon. Merci pour toutes ces présentations. Alors, j'ai raté les 10 premières minutes, donc je suis désolé si ma question a été répondue dans ces 10 minutes-là. Elle est la suivante. Quel est le consensus actuel sur le nombre de bras que possède notre Voie lactée? Est-ce que c'est plutôt 2? Est-ce que c'est plutôt 4 bras principaux? Est-ce que d'ailleurs cette question a bel et bien du sens? Et est-ce que la DR3 de Gaia pourra y répondre si cette question a bien du sens? Très bonne question. Qui veut répondre? Je réponds, oui. Oui, il y a eu plusieurs méthodes utilisées à partir des données de Gaia DR2 pour étudier à la fois les étoiles jeunes et les nuages de gaz et de poussière qui ont montré qu'il y aurait plutôt 4 bras bien répartis. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. D'accord, très bien, merci. Et je ne m'étais pas présenté, donc je travaille pour le magazine Ciel et Espace et le site internet cielespace.fr. Merci. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions? J'avais cru voir une main se lever.
En attendant les questions, je voulais rappeler en fait que les scientifiques qui sont intervenus ce matin sont des Français qui ont eu une collaboration, une contribution importante en fait dans ces 4 articles. Donc le 4e, c'est François Mignard qui est aussi présent. Des contributions importantes dans ces articles qui vont paraître aujourd'hui, enfin paraître demain sans doute, en ligne. Et que le contenu du catalogue à midi en fait va être ouvert au monde entier, donc scientifiques mais aussi amateurs qui pourront l'utiliser comme c'est le cas pour toutes les publications du catalogue Gaia. Peut-être on peut rappeler, mais on l'a dit, le nombre de scientifiques au total impliqués dans cette mission. Alors, Gaia, en fait, a été donc lancé par l'Agence spatiale européenne. Ce sont les États membres, en fait, qui contribuent à former le consortium qui s'appelle le DEPAC. C'est plus de 400 personnes, un petit peu partout en Europe, et parfois même, comme avec Laurent qui vient de parler, au Chili. 400 personnes dans lesquelles, en fait, la contribution de la France, c'est le quart, donc un poids extrêmement important. D'autant plus important en fait, que pour la construction du satellite, c'était Astrium, qui est maintenant Airbus Defence Space, qui a été maître d'œuvre. Alors, il y a une question dans le chat par Sébastien Gavois. Oui, la question est quelle quantité de données en gigaoctets, téraoctets représente la EDR3 par rapport à la DR1 et à la DR2? Alors, c'est une bonne question, en fait. Chantal sourit parce qu'elle a affaire à 2 téraoctets ou plus de 2 téraoctets quand elle traite les données au CNES. Le catalogue DR3 lui-même est finalement pas très gros parce qu'en fait, c'est une liste de 1,8 milliard d'objets avec, je ne sais pas moi, disons une centaine de paramètres. Donc, ça ne va pas être un volume considérable. Je voulais aussi mentionner que parmi tous les instituts en France qui travaillent, il y a également le centre de données astronomique de Strasbourg qui gère les données et distribue toutes les données astronomiques, et en particulier donne les données Gaia, et je pense qu'eux doivent connaître le volume qui est associé. Chantal précise des centaines de téraoctets au CNES. Alors moi, j'ai une question qui concerne la balade dans Gaia Sky. Est-ce que tout le monde peut faire comme ça une balade dans Gaia Sky? Est-ce que ce catalogue est ouvert à tous? Comment ça se passe? Alors, tout à fait. Alors, Gaia Sky, c'est un logiciel qui est libre et qui est disponible au téléchargement et à l'installation. Donc, tout simplement dans Google, hein, vous tapez, ou dans votre moteur de recherche préféré, vous tapez Gaia Sky. Vous allez tomber sur la page d'accueil du catalogue. Alors, pour l'instant, le catalogue EDR3 n'est pas encore mis de manière publique dans le logiciel. Pour l'instant, c'est la seconde data release, DR2. Mais j'imagine que ça va être ajouté extrêmement rapidement. Et du coup, oui, tout le monde peut se promener dans les données de position des étoiles, de couleurs et de mouvement grâce à Gaia Sky. C'est un logiciel qui est complètement gratuit. Merci beaucoup, Clément, pour cette précision. Alors, nous avons une autre question de Samy. Avez-vous un outil de visualisation et de navigation dans cet océan de données? Donc, on y a répondu. Donc, c'est Gaia Sky. Oui, tout à fait. De la question, c'est pour les scientifiques ou pour le grand public? Je ne sais pas comment est tournée la question. Alors, les deux, on va dire les deux. Il y a aussi un outil sur le site de l'ESA qui permet de visualiser les zones qu'on veut regarder en détail ou pas en détail. Est-ce qu'on a le nom de cet outil, Catherine?
Alors, peut-être aussi, du coup, s'il n'y a pas de questions à ce sujet, dans ma présentation, donc à un moment, j'ai fait une petite incursion dans les 100 parsecs. C'était beaucoup moins joli que ce que produit Gaia Sky et ce qu'a montré Clément. Mais en fait, c'est une application qui est interactive. Donc, on peut choisir de se déplacer vers telle étoile ou telle étoile. On peut aussi cliquer sur les étoiles pour savoir quelle est cette étoile. Donc, c'est une application, il y avait un lien web que j'avais mis sur la présentation. Donc, pour ceux, en particulier peut-être les astronomes amateurs, qui peuvent être intéressés à aller s'amuser avec cette application. Je partage en fait le lien en français, gaia.obspm, observatoire de Paris-Fr, dans lequel en fait vous pourrez retrouver l'ensemble des liens vers notamment l'Agence spatiale européenne, le lien aussi où vous téléchargez les données. Je voulais rappeler aussi que cet après-midi, il y aura entre 14h et 17h des présentations faites par des scientifiques de l'Observatoire de Paris sur les résultats qui ont été obtenus avec Gaia pour la deuxième publication. Et que ce soir, organisé par l'Observatoire de la Côte d'Azur et le CNES, de 21h à 22h, 3 conférences grand public. Donc gaia.obspm.fr sur le premier lien, en fait, pour suivre tout ce qui concerne Gaia et apprendre en fait beaucoup des questions que vous pouvez vous poser sur le satellite, sur la construction, sur les premiers résultats. Vous pourrez le trouver sur cette page-là. Alors, nous avons une question de Pascal Fouquin. Pour les étoiles binaires dont une composante n'avait pas de parallaxe ou mouvement propre, quelle amélioration apporte EDR3? Alors, je ne sais pas en fait s'il s'agit des étoiles binaires ou des étoiles doubles. Les étoiles binaires, c'est les étoiles qui tournent l'une autour de l'autre. Les étoiles doubles, en fait, c'est deux objets qu'on voit proches sur le ciel. Alors, elles peuvent ou non tourner l'une autour de l'autre, mais souvent, en fait, quand le champ est très très dense, ça peut être très bien deux étoiles qui se retrouvent par hasard sur la ligne visée. Alors, pour la DR3, donc, qui sortira en 2022, on va avoir des orbites pour des dizaines, voire des centaines de milliers d'étoiles binaires. Pour la première partie qui sort aujourd'hui, on ne va pas avoir de paramètres sur les orbites. Mais par contre, il y aura un certain nombre de flags, de drapeaux, qui indiqueront en fait si l'objet est double, qui souvent en fait vont servir aux scientifiques pour savoir que les résultats peuvent être faussés, vu qu'il ne s'agit pas on n'a pas vraiment encore identifié que l'objet était binaire et donc on n'a pas encore calculé son orbite. Donc, avec ce qui se passe en fait avec le EDR3, c'est qu'on a bien mieux, dans les champs denses, bien mieux réussi à retrouver en fait ces petits, savoir qui était qui dans toutes les observations d'une étoile. Et donc, on a, pour les étoiles binaires, on réussit à descendre avec une séparation de 0,18 secondes d'arc. Donc, on sépare mieux les objets doubles. Est-ce que je peux ajouter quelque chose par rapport à la question de Pascal Fouquet, savoir si une composante avait une parallaxe par rapport à avant, c'est qu'on a remarqué, notamment dans l'échantillon en regardant l'échantillon de 100 parsecs et plus particulièrement de 10 parsecs, que 5 étoiles à moins de 10 parsecs ont une parallaxe mesurée pour la première fois par Gaia dans le DR3. Merci beaucoup pour cette précision. Alors, je crois qu'il est l'heure. Nous assistons donc en direct à l'ouverture de Gaia Archive, donc la première partie du 3e catalogue Gaia. C'est maintenant. Est-ce que, Frédéric, par exemple, tu souhaites commenter cette ouverture ou d'autres? En tout cas, il n'y a pas que Laurent qui est intervenu et qui s'est levé très tôt ce matin, parce qu'on voit qu'un petit peu partout dans le monde, des personnes sont en train de se connecter et sont en train de télécharger donc depuis le site de l'Agence spatiale européenne, donc le lien
Vous pouvez le suivre depuis la page gaia.obsolium.fr. Le volume qui a été téléchargé dans le passé, Catherine l'a dit, en fait, plusieurs millions de requêtes qui ont été faites. Et typiquement par mois, c'est 5000 utilisateurs qui téléchargent, sans compter évidemment tous les miroirs des données Gaia. Je parlais du centre de données de Strasbourg, par exemple. Là, on compte uniquement en fait, les données qui sont sur le site de l'Agence spatiale européenne. Il y a encore des questions dans le chat. Alors, Guillaume Langin, vous avez levé la main. On vous écoute. Oui, pardon. Du coup, je profite pour une deuxième question. Concernant la galaxie d'Andromède, donc on sait qu'elle elle se dirige vers nous à une vitesse assez, dans une direction assez frontale, avec des vitesses tangentielles assez faibles, voire nulles. Mais comme c'est très difficile à mesurer, j'avais compris qu'elle pourrait finalement ne pas nous rentrer dedans si frontalement que ça. Où est-ce qu'on en est sur cette question? Et est-ce que DR3 pourra y répondre, puisque je crois qu'il a été dit que 1 million de sources provenant d'Andromède seront mesurées, si j'ai bien compris. Merci pour cette question. Qui peut répondre? Oui, DR3 va certainement aider à améliorer l'orbite de Messier 31 dans la galaxie d'Andromède. Je ne sais pas exactement à quel niveau, mais ça va certainement y contribuer. Et DR4 et voir la version finale DR5 du catalogue, là pour sûr, c'est évident qu'il y aura une précision quasiment au niveau des mouvements mesurés, donc on pourra de manière statistique bien mieux contraindre ces choses-là. Donc c'est quand même encore une question en suspens, hein. On est entièrement d'accord. Est-ce qu'elle va nous rencontrer? Est-ce qu'elle va fusionner? Ou est-ce qu'elle va passer à côté, à peu de choses près? C'est encore trop tôt pour lui dire. Merci beaucoup. Une difficulté jusqu'à présent, en fait, à ce troisième catalogue-là, et une raison pour laquelle aussi il a été publié cette première partie, c'est qu'il y a beaucoup d'effets systématiques qui sont difficiles à gérer avec le satellite. Le travail est extrêmement complexe. Et il y avait des effets systématiques présents dans les données de la deuxième publication qui ont très très nettement diminué pour la troisième, ce qui a permis en fait d'obtenir des résultats sur l'accélération du système solaire. Et ces effets systématiques-là rendent très difficile en fait les études de petits champs, et donc l'amélioration en fait à la fois en précision et en exactitude des données de Gaia EDR3 va déjà aider. L'ADR3 en plus donnera des informations sur la photométrie qui permettront aussi de travailler sur les étoiles variables d'Andromède, etc. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, nous avons une question. Quelle implication de la DR3 sur l'étude de la matière noire galactique? Il y en aura certainement, on espère. Les mouvements comme ceux dont Georges a parlé, l'étude des vitesses de rotation en fonction de la distance au centre de la Voie lactée vont permettre de mesurer précisément la distribution de masse et de matière dans la Voie lactée. Et quand on fait la différenciation entre la matière lumineuse qu'on appelle les baryons et la matière éventuellement exotique noire, on peut éventuellement comprendre et contraindre sa structure et son importance. Mais il faut aussi ajouter quand même, il faut être ouvert, il y a d'autres modèles que ceux de la matière noire et on va pouvoir aussi tester ça avec les données astrométriques et de vitesse des étoiles dans la Voie lactée. Pareil pour le petit nuage et le grand, surtout le grand nuage de Magellan, les résultats que je vous ai montrés tout à l'heure, ça va permettre pour
pour contraindre et tester les différents modèles de distribution de masse et de distribution de matière dans cette petite galaxie. Je suis d'accord avec ce que Laurent a dit, j'ai quasiment rien à rajouter. En effet, les différentes perturbations qui seront détectées, qui ont été détectées dans le disque, dans la direction de l'anticentre, mais que maintenant on va pouvoir également étudier dans l'ensemble de la galaxie, nous donnent des indications en effet sur la distribution de masse, mais également sur la masse qui a été accrétée et sur les différentes composantes qui sont en orbite autour de la Voie lactée qui peuvent perturber ce disque. Donc, ouais, tout ça, ça nécessite d'être modélisé et d'étudier plus dans le détail. Je suis d'accord. Je vais ajouter quelque chose, peut-être là, c'est l'étude des courants de marée stellaires dans le halo de la Voie lactée et la distribution des vitesses et là où sont les étoiles va aussi permettre de contraindre s'il peut y avoir des petits halos de matière noire, donc on appelle ça des mini-halos, autour de la Voie lactée, puisqu'on pense dans le modèle standard cosmologique qu'on appelle Cold Dark Matter, que la Voie lactée a été formée par fusion des petits halos pour donner un grand halo, pour donner une grande galaxie comme la Voie lactée. Et il est clair que si ce scénario est vérifié, il peut y avoir des étoiles qui appartiennent à ces mini-halos. Et ça peut être mesuré notamment par les courants de marée des galaxies satellites qui ont été accrétées dans le passé ou qui sont en interaction avec la Voie lactée. S'il y a des condensations de vitesse ou d'étoiles dans ces halos, dans ces traînées de marée, on peut là vraiment contraindre très précisément s'il y a des petits halos de matière noire. Donc ça va être un test fondamental, je pense, dans les années à venir. Et la DR3 va pouvoir améliorer ça d'une manière spectaculaire sur ce modèle d'évolution et de formation de la Voie lactée par le modèle Cold Dark Matter. Donc il y a plusieurs possibilités, dont celle-ci. On a hâte de savoir. Alors, peut-être une dernière question. Est-ce que la DR3 sera capable de visualiser l'effet du trou noir central sur la dynamique de la galaxie ? Je ne peux pas répondre à la question, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est ça, Gaïa, c'est que ça suscite des questions scientifiques extrêmement intelligentes et pour lesquelles, en fait, il est probable que des équipes vont travailler. Pour la deuxième publication, c'était 4 articles par jour, y compris les week-ends. On en est à 3800 articles qu'il va faire Gaïa. On peut se douter qu'avec des données plus précises, on va pouvoir faire un travail sur sans doute les objets qui sont proches du trou noir central et de regarder leur mouvement, étudier leur mouvement propre. Oui, quel succès, c'est incroyable. Une toute dernière question. Quand DR3 sera-t-il intégré à Aladdin du CDS? C'est une question un peu spécialiste. Est-ce qu'on le sait? Alors, je pense que le catalogue doit être disponible sans doute aujourd'hui. Je ne veux pas dire de bêtises parce que je n'ai pas testé. Sur Aladdin lui-même, j'ignore la date. Merci beaucoup Frédéric pour cette précision. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va donner la parole à François Mignard, s'il veut la prendre. François Mignard, donc, qui est directeur de recherche CNRS, émérite à l'Observatoire de la Côte d'Azur, qui en principe aurait dû se joindre à nous aujourd'hui, donc qui est là, qui aurait dû prendre la parole. François, si vous nous entendez, est-ce que vous voulez dire un petit mot, rajouter Ah voilà, ça y est, vous avez, j'ai récupéré le micro. Voilà, c'est ce qui manquait. Bon ben, écoutez, moi je suis très ravi effectivement des présentations qu'on a pu faire de cette EDR3, qui est un très beau succès pour de nombreuses équipes en France et en Europe. On voit que l'intérêt du public, au sens large, des amateurs, des professionnels, de la presse scientifique, ne se dément pas au cours du temps et que grâce à ces efforts conjugués
de nombreuses personnes avec de nombreuses spécialités, plus un instrument qui fonctionne remarquablement bien. Gaïa est en train d'écrire l'histoire. Et à chaque remise de données nouvelles, qu'elle soit partielle comme aujourd'hui, première partie d'une donnée, d'une remise qui sera complète avec la DR3 dans un peu moins de 18 mois, de nouveaux éléments s'ajoutent. La précision non seulement est améliorée, ça c'est attendu, mais ça va bien au-delà de la précision. Il y a des tas d'éléments qualitatifs qui font que ces remises de données ont de plus en plus de valeur. Par exemple, tout à l'heure, on parlait des déplacements des étoiles. La différence entre la DR2 et la EDR3, ce n'est pas simplement ce facteur d'amélioration 2 qui vient simplement du fait qu'on a observé plus longtemps, mais c'est que l'ensemble est beaucoup plus propre. Vous allez d'un endroit à un autre, la qualité est constante, il y a très, très peu d'objets qui sortent du cadre statistique et les bruits additionnels qu'on pourra attendre, qui ont été mal compris, mal modélisés au niveau de la DR2, on n'y pouvait rien, hein, on a fait le maximum, ont quasiment disparu. Donc, ce qui fait que ce catalogue est non seulement bon parce que l'instrument est excellent, parce que le traitement est bon, mais il est bon également parce qu'il est extrêmement propre. Donc, un utilisateur qui prend des données Gaïa de distance, de position, de photométrie et bientôt de spectroscopie, à mon avis, mais je suis peut-être partial sur ça, il est en droit d'avoir confiance sur les nombres qu'on lui donne et sur l'incertitude qui l'accompagne. Elle est très importante. Un nombre, c'est le centre, mais l'incertitude pour un scientifique est par moments aussi importante que la valeur réelle. Et avec Gaïa, c'est une propriété qu'on a, disons, rarement eu dans l'astronomie, d'avoir une qualité uniforme et une qualité qui est relativement bien prédite, plus que relativement, hein, l'expérience montre qu'elle est très bien prédite par les incertitudes qui sont publiées sur tous les différents paramètres, et je pense que ça va continuer avec la VDR3. Donc, je m'associe bien évidemment à toutes les félicitations qui ont émaillé ce chat. Je m'aperçois que les personnes sont satisfaites. Bien évidemment, ces utilisateurs vont s'en apercevoir très rapidement s'ils sont prêts à utiliser ces données. C'est des données importantes en volume. On n'accepte pas, même si c'est simple, c'est des choses pour lesquelles il faut une certaine expertise. Mais ceux qui sont prêts, bien évidemment, bénéficient là d'un catalogue et d'un saut, comme probablement il y en a eu très très peu dans l'histoire de l'astronomie. Donc, merci à tous pour cet excellent début de matinée, début de journée qui va continuer avec différentes présentations. Merci François. Eh bien, je crois que si… Voilà, merci pour ces belles paroles. C'est vrai que Gaïa, c'est un satellite magnifique, un très très beau projet scientifique et puis qui continue. Donc, prochain rendez-vous 2022. Et voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que voilà, la conférence de presse peut s'achever. À bientôt, donc, et merci à tous et encore bravo. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs.